J'accueille maintenant... C'est la danse des mots. Yann Moix. Yann Moix, bonsoir. Vous êtes écrivain, vous publiez votre 3e livre. Le premier, c'était Jubilation vers le ciel. Le deuxième, c'était Les cimetières sont des champs de fleurs. Et le 3e, c'est Alissa Cortot. Alors, il est sorti il y a quelques mois, il était bien accueilli. Vous savez comment on fait? Voilà, Yann Moix, Alissa Cortot. Très bien. Alors, le pitch, je le fais, vous le faites? Allez-y. Bien. Alors, donc le narrateur, je fais court, mais c'est un pitch. Le narrateur sort d'une école de commerce, il est embauché à Disneyland après un concours de recrutement, soi-disant basé sur la culture générale, et il devient Donald. Le mec, tu vois, il devient Donald à Disneyland avec le truc et tout. Lui qui a lu Proust, Hegel, Brecht, Einstein et tout, c'est un peu dur pour lui, il se retrouve Donald, et il fait une tentative de suicide, et à ce moment-là, il a le seul recours qui lui apparaît, ça ne vous surprendra pas, Jean-Marie Bigard, c'est l'amour. Et il décide d'aimer une jeune fille, une jeune beurette qu'il voit comme ça et qu'il traque sans jamais oser l'aborder. Il la traque jusque dans son HLM, et il s'installe dans son appartement quand elle déménage. Et vous dites, Yann Moix, derrière le masque hilar de Donald Duck, pleurait un petit célibataire amoureux d'une beurette en couple. Et voilà, tout est dit. C'est la trame du livre, ce qu'on appelle la trame du livre. Et la seule issue pour assouvir sa passion, c'est le crime. Et le canard tranche la carotide d'Alissa Cortot. Elle m'avait refusé des instants, elle m'accorderait l'éternité. Voilà. Ah! C'est bien. Voilà. Le livre de Yann Moix, c'est Proust à Marne-la-Vallée. Voilà. Oui, non, c'est de montrer effectivement que y a des métiers bizarres sur la Terre, comme par exemple déguiser des êtres humains en animaux et les mettre dans des parcs à thème. Et c'est quand même assez absurde, quoi. La déshumanisation est totale, quoi. C'est-à-dire qu'en plus, il faut que les mecs se taisent. C'est des mecs qui viennent des pays de l'Est en général, qui ont fait la manche dans le métro pendant des années. Et là, ils se sont tous rués pour faire Donald, Dingo, Mickey. Alors, c'est fascinant parce qu'il y a des séances de dédicaces. Pluto dédicacera, je sais pas quoi, une feuille de papier de 17h à 18h au Palais Enchanté. C'est aussi con que donner des farines animales à des animaux végétariens. C'est exactement ça. C'est génial, ouais, c'est vrai. Et il y a un côté fascinant en Disney, c'est viens là et amuse-toi. Il y a un côté obligatoire et totalitaire de divertissement qui est extrêmement angoissant. J'ai appelé ça, moi, une fois, le goulag du bonheur. C'est parfait. Bah, voilà, c'est le goulag du bonheur. Ah oui. Non, parce qu'il y a c'est Titoff qui nous a rejoint. Bonsoir Titoff. Comment ça va mon Titoff? Titoff qui sera avec nous la semaine prochaine. Viens t'asseoir, viens avec nous, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu t'en vas à la maison? Ah, c'était un coucou. Bon, bah, à samedi prochain, Titoff. Ciao, belle. Ciao. C'est une histoire drôle, il y a des mecs des cités qui ont voulu transgresser, ils ont bien eu raison, un peu la règle de Disney, ils ont foutu Balou du livre de la jungle, enfin du livre de la jungle, à la flotte. Ah ouais. Et alors Balou s'est fait virer parce que les gestes qu'il faisait pour demander au secours, ils n'étaient pas réglementaires. Il n'est pas censé faire ces gestes-là. Ouais. C'est extraordinaire. Et pensez aussi que... Ça rejoint mes pizzas de tout à l'heure. Ouais, c'est très cruel son livre. Pensez aussi que depuis 1955 que ces parcs à thème existent, il y a un Pluto, il y a toujours un Pluto de rechange. Les mecs qui sont à l'intérieur, ils vieillissent et ils meurent, mais les Plutos, ils sont toujours là. Et que ce soit à Tokyo, à Paris, ils font toujours les mêmes gestes. Non mais les gestes sont aussi mondialisés. C'est le McDo, hein. Ouais, c'est ça. Et puis on lui demande toujours d'arriver plus tôt, donc chaque fois les gestes sont c'est bien ce qu'il y a. Les gestes sont mondialisés. C'est-à-dire que tous les Plutos du monde. C'est comme tout ce qui se passe effectivement sur la bouffe, quoi. Le McDo, le Big Mac au Mexique, machin et tout, c'est exactement le même. Et puis voilà quoi. Ça, le livre a été très bien accueilli, non? Oui, ça va, ça se passe bien. Ça se passe bien pour vous, hein. Bon, l'idée de lancement du livre, c'était, voilà, alors il y avait marqué dans le journal « Appelle-moi », il s'appelle Moix. « Appelle-moi » avec son numéro de portable. Vous avez eu 394 appels en 3 jours. Qui vous a appelé? Que des mecs, pratiquement. Ça, c'est chiant. Ça, c'est dégueulasse. J'ai fait ça uniquement... oui, alors ça, c'est... Alors, quelles étaient leurs exigences? C'était beaucoup de lecteurs de Tétu, par exemple. Et puis, des journalistes très curieux.
Et puis la seule gonzesse qui m'a appelé pour me dire écoute, j'ai envie de toi immédiatement, c'était 3 mecs du Figaro qui m'ont fait une blague. Putain, c'est dur. T'as toujours autant de mal pour attraper parce que j'avais une émission où tu chouinais, tu disais même avec la notoriété, j'arrive pas à attraper. Ouais, non, j'ai un vice de forme qui fait que même si on me met dans la peau de Mick Jagger pendant 3 jours, je me resterai 3 jours de râteau. T'es le bon copain, toujours. C'est en moi, il y a un truc. T'as essayé Mickey? Ouais, non mais c'est marrant parce que quand j'étais au lycée, etc., on disait de certaines nanas, elle c'est une salope, elle a couché avec tout le monde. Et moi quand j'arrivais, j'étais le mec, c'est-à-dire que je devais avoir soit un talon un peu trop haut, soit un sourcil qui n'allait pas, soit une manche. C'est la définition de la salope, elle couche avec tout le monde sauf avec toi. Exactement. Mais alors, le problème, Jean-Marie, le gros problème, c'est que dans ma vie, je n'ai rencontré du coup, selon ta définition, que des salopes. Quoi. Non, alors, sérieusement, vous pensez pas que c'était un peu négatif, ce coup du portable? Parce que, honnêtement... Pour le cerveau, oui. Non, mais ça a un peu détruit le côté littéraire du livre, cette promo avec le numéro de portable dans le journal. Non, parce que c'est un livre qui est hyper bien écrit, c'est de la bonne littérature. Pas véritablement, parce que je ne vais pas jouer le plan écrivain interactif, etc. Mais il faut bien savoir que, contrairement aux acteurs, aux chanteurs, etc., les écrivains, on n'a jamais de contact avec notre public, entre guillemets. Ouais. Si, quand vous faites des signatures chez Auchan. Oui. Enfin, les signatures, il y a 3500 personnes à côté de Christine de Vigeoncourt qui veulent lui dire « Madame, j'adore ce que vous faites ». Alors, on ne sait pas s'il parle des fellations à Roland Dumas ou du contenu du livre. Et puis, moi, j'ai 2 personnes qui viennent en me disant « À quelle heure il arrive, Frédéric Becbédé ?» C'est un peu comme Becbédé. Becbédé, le lancement était tellement réussi que finalement, ça a un peu nuit à la qualité, au côté littéraire du livre. C'est un peu passé comme un pamphlet contre la pub, alors que quand même c'est un livre qui est super bien écrit, le livre de Frédéric. C'est très bien, parce que moi je suis à 100% du côté de Frédéric, c'est qu'il y en a marre du côté littéraire des choses. Moi j'en ai rien à foutre du côté littéraire. On est là pour être le même, quelles que soient les circonstances, il y a au téléphone, dans une émission de télé, sur Internet, au cinéma, machin, enfin je veux dire, c'est un tout, et le tout... Vous voulez pas jouer à l'écrivain, ce que vous dites, pas du tout, je veux pas faire des livres littéraires, etc. Dans mes livres, je parle de Donald, de Casimir de l'île aux enfants, de... Je veux dire, c'est... Ah oui, le temps de l'île des champs, dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux, des grands anges heureux, des monstres gentils, oui c'est un paradis. Ah, ce jardin. Collargol, le fameux Collargol chanté par Michel Sardou dans le spectacle de... Ah, vas-y. Extraordinaire. Extraordinaire parce que c'est une chanson qui a été écrite par Mireille Collargol, la musique et paroles, et c'est fort. C'est elle qui chante aussi, la voix de Collargol, c'est Mireille. C'est Mireille. C'est moi qui suis Collargol, l'ours qui chante en fa, en sol, en do dièse, en mi bémol, en gilet ou en faux col, le roi des oiseaux, vous le savez mes amis, m'a donné un beau sifflet pour faire cuit. Bravo, elle va se faire. Mais ça, c'est un grand plan de Gustin, ça. C'est chanter les chansons des uns, Renaud avec Gainsbourg, chanter les chansons des uns avec la voix des autres. Les chansons de Renaud avec la voix de Jacques Brel. Et Jacques Brel aurait très bien pu chanter Les Béton. Et que tu regardes ça, tout d'un coup, tu te marres au début, et après tu te dis, mais putain, Jacques Brel aurait vraiment pu chanter Les Béton. Si ça intéresse Baffy, moi j'ai une version de Chapi Chapeau par Lou Reed, c'est un bootleg, un collector qui est mais il y a une ligne de basse extraordinaire. Et Satisfaction par Luis Mariano, vous l'avez pas, non, on le cherche. Alors dites-moi. On peut pas jouer avec les... Donc, plus de femmes? Non, pas plus de femmes. Non, mais plus de râteaux. Ouais. Parce que vous dites, en fait, en parlant du sexe, vous dites, tout devient normé et le sexe ne fait pas exception. Oui, non, il y a un truc qui est très drôle, c'est que je suis allé voir sur un site de prostituées récemment. Oui. Alors, c'est quadrillé, l'âge de la fille, son nom, son âge, son numéro de portable, les spécialités, les tarifs, les horaires, et un truc fabuleux, la tournée, si vous voulez me suivre, etc., c'est fabuleux. Alors, vous avez eu des problèmes quand même. Vous êtes, dans votre premier livre qui s'appelait Jubilation vers le ciel, vous écrivez « Les premiers jours, Hélène me refusa son derrière, son popotin ventru moulé dans la braise, et un peu plus loin, elle avait cru devoir, c'est très bien d'ailleurs, elle avait cru devoir exclure Sodome de sa Bible intime. C'est plutôt bien écrit. Ah oui, c'est quand même de la littérature. Ah bah, elle avait cru devoir exclure Sodome de sa Bible intime. Ça doit beaucoup à Casimir, hein, quand même, voilà. je dois l'avouer. Et alors, ça vous a coûté le prix du premier roman au Salon du Livre de Bordeaux? Oui, c'est-à-dire que le recteur de l'académie a refusé que je parle de rectum, effectivement, oui. Et il a refusé de distribuer mon livre aux lycéens. C'est dingue. Alors, quel enculé. Grasset a donc... non, mais ça reste dans les annales des éditions Grasset qui ont envoyé le livre gratuitement.
Comme ça, le recteur l'a eu dans le cul, finalement. Vous choquez Ovidie, s'il vous plaît. Ovidie, alors vous savez pas ça, vous connaissez Ovidie? Oui, parce que je crois Ovidie qu'elle a fait de est la philosophie. Ovidie est anarcho-punk et philosophe. Oh non. Vous étiez anarcho-punk. Oui. Oui, elle a une seule habitude, c'est de dire le contraire de tout ce qu'on dit. Et je crois que son livre préféré, c'est Le fondement de la métaphysique des mœurs, non? Non. Raté. Alors, on a un autre qui est contre la fidélité. Alors lui, il dit, Moix, il dit l'homme descend du singe et le bonobo n'a jamais été fidèle. Je suis plutôt pour la fidélité. Ma théorie, c'est qu'il faut être fidèle à toutes ses maîtresses. Ah, d'accord. Fidèle à l'aventure. Voilà. Alors, vous avez des envies de cinéma, vous aussi. Regardez, Chénet, il a fini par faire son film. Et donc, vous préparez un film qui s'appelle Podium, hein, c'est ça? C'est ça. C'est l'histoire d'un mec qui se prend pour Claude François. Oui, c'est un film sur l'univers des sosies. Alors en ce moment, je suis en train de rencontrer tous les sosies drôle, de Johnny, les sosies de Clo-Clo, etc. Alors il y a des moments fantastiques où un des sosies officiels de Claude François dénigre un de ses collègues en disant « Laisse tomber, il n'a aucune personnalité, lui. » Vous avez vu Vous avez déjà fait un court-métrage qui s'appelle Grand Oral. C'est quoi le pitch? Le pitch, c'est une société dans laquelle tout est sujet à examen ultra théorique. Ouais. Donc là, un candidat arrive et on lui pose des questions ultra théoriques sur la fellation, la sodomie, etc. Et ensuite, il y a les épreuves pratiques. Ouais. Et il y a un jury extrêmement délicat et extrêmement pointu, etc. Je pourrais réexaminer la technique du doigt dans le cul, s'il vous plaît. Il y a un mec qui dit, non, c'est pas au programme cette année. Donc c'est un truc... C'est normé aussi, oui. Voilà, c'est normé. C'est l'ENA de la vie intime, si vous voulez. On voit le magnéto, Serge. Je bien ça. Qui a dit on ne bouge pas pendant le jingle? Bonne réponse de Thierry Ardisson. Bien. Alors, le portrait chinois, c'est si t'étais une fleur, je serais un myosotis. L'anti-portrait chinois, c'est l'inverse. Si vous étiez un défaut. Je serais la plus grande qualité de mon pire ennemi. Ouais, c'est pas mal ça. Si vous étiez une rupture. Je ne peux pas être une rupture, j'en ai trop vécu, j'ai pas envie d'en devenir une. Une injure. Si j'étais une injure, je serais fille de pute parce que je suis pour la parité. Une maladie. Si j'étais une maladie, je crois que je serais la maladie d'Alzheimer parce que je pourrais pas me souvenir que j'ai la maladie d'Alzheimer. C'est bien. Un accident. De Concorde, comme ça je ferais la une de tous les journaux dans le monde entier pendant un mois. Une perversion. Une perversion, ça c'est difficile. Je crois que je serais la zoophilie parce que j'ai jamais rencontré une tortue d'eau ou un cochon d'Inde me refuser un 69. Une guerre. Une guerre lubrique, c'est-à-dire une guerre de position. Un vice. Si j'étais un vice, je serais un vice qui englobe tous les autres vices, le sexe, parce que c'est en même temps un jeu de hasard et une drogue. Une trahison. Si j'étais une trahison, je suis déjà une imposture, je peux pas en plus être une trahison. Une arme. Une arme, si j'étais une arme, attendez, laissez-moi un peu, une arme. Si j'étais une arme, je crois que je serais la culture, parce que quand j'entends le mot revolver, je sors ma culture. Très bien. Un supplice. Le supplice de la baignoire, parce que j'ai envie de mourir proprement. Une cicatrice. Une cicatrice, le nombril du monde. Un poison. Un poison. Alors là, un poison qui coulerait dans les veines de George W. Bush. Un salaud. Si j'étais un salaud, je serais un gros salaud. Comme ça, je pourrais sortir avec des grosses salopes. Et si vous étiez une salope. Si j'étais une salope, je serais une fille capable de coucher avec Yann Moix. Ouais. Un impôt. Un impôt sur le sexe à pile. Comme ça, je serais exonéré. Ouais. Une panne. Une panne d'inspiration qui frapperait tous les écrivains qui écrivent plus vite que moi. Un dictateur. Hitler, il a écrit des best-sellers. Un best-seller. Ouais. Moi, j'ai pas réussi. Une infirmité. Une infirmité, Michel Petrucciani, parce que j'adore le jazz. Un assassin. Guy Debord, parce qu'il a assassiné Guy Debord. Un microbe. Non, ça me rendrait malade d'être un microbe. Une plaie. Si j'étais une plaie, je serais ouverte toute la nuit. Un fléau. Le sida, parce que je suis très people. Un terroriste. Je serais un terroriste. Écoutez, je préfère sauter des bombes que les faire sauter. Pas mal. Une torture. Une torture, je serais l'avenir, parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et ça, c'est une torture de se lever tôt. Une humiliation. Une humiliation. Je crois que je serais une soirée avec Rocco Siffredi dans une boîte échangiste. Et une mort. Celle des autres. Bravo. Yann Moix, Alissa Cortot, chez Grasset. Un des meilleurs livres de la rentrée. Si vous ne l'avez pas encore acheté, il faut l'acheter. Yann Moix. J'accueille maintenant Yann Moix. Ça va? Yann Moix, Olivier Bonamy,
Marie-Noël Lindemann, Franck Dubosc, David Hallyday, voilà. Donc Yann, après Jubilation vers le ciel, après Les cimetières sont des champs de fleurs, après Anissa Cortot, vous publiez votre 4e roman qui s'appelle Podium. Alors, pour la sortie de Anissa Cortot, vous aviez fait passer une annonce, Yann, dans la presse, avec Appelle-moi, M-O-I-X. Appelle-moi-X, en fait. Appelle-moi-X, avec votre numéro de portable. Alors, résultat, beaucoup de lecteurs de Tétu, le fameux magazine gay, vous ont téléphoné. Et il y a une fille, quand même, qui vous a téléphoné en vous disant « J'ai envie de toi, et vite ». Et vous avez compris quelques jours plus tard que c'était 3 copains du Figaro, en fait, que vous avez fait une sale blague. Est-ce que ce soir, vous êtes prêt à recommencer, à donner à l'antenne votre numéro de portable, Yann Moix? 06 62 37 61 60. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit replay, Serge, s'il te plaît? Un petit replay. 06 62 37 61 60. Voilà. Ce que je trouve vache, c'est qu'il a donné le numéro d'Olivier Bonamy. Je vais le noter alors. Bien, alors on arrive à la question. Désormais, chaque semaine dans cette émission, il y aura une question qui s'appelle la question. Alors cette semaine, j'ai hésité entre la question trop con, pour que je vous la pose moi-même, et la question de Claire Chazal. Et finalement, j'ai choisi la question de Claire Chazal. Attention, vous êtes prêts, Yann Moix? Attention, est-ce qu'on peut dire, Yann Moix, que Podium est le roman de la rentrée? Allez, oui, je crois que c'est le roman de la rentrée. Ouais. Parce qu'en fait, je suis beaucoup trop modeste pour me comparer aux écrivains français morts. Alors, si je me compare aux écrivains français vivants, on peut effectivement dire que c'est le roman de la rentrée. Oui. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est bizarre parce que c'est un roman sur les sosies de Claude François et Claude François. Alors, c'est bizarre, c'est moi qui parle des yéyés et c'est les romans de la rentrée qui sont vieux de 30 ans à côté. Ouais. Bien, je vois que vous avez préparé vos formules pour les nombreuses télés que vous allez faire. C'est bien, vous avez rodé le show pendant les vacances. En tous les cas, vous êtes sur la liste du Goncourt. Maintenant, le tout, c'est d'y rester le plus longtemps possible. C'est un peu comme un cheval de rodéo. Oui, c'est comme un jeu un peu télé où il ne faut pas tomber. Ouais. Voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas très souriant. C'est vrai, la preuve. Vous n'êtes jamais très souriant. Et j'ai appris en lisant Paris Match que quand vous étiez petit, on vous avait mis des bagues sur les dents. On vous appelait d'ailleurs la banane métallique, ce que je trouve être un surnom assez génial. Heavy metal, centrale nucléaire, enfin, toutes ces plaisanteries très drôles. Et donc vous n'avez plus comme vous dites, vous n'avez plus le fer, mais vous avez le masque. En fait, si, je souris toujours, mais par les yeux, par les oreilles, par les cheveux, par les mains. Mais j'arrive plus à sourire par la bouche, ce qui est un peu paradoxal. Ouais. Enfin, là, j'essaye de me forcer et ça se voit. Souriez, un névropathe quand je souris. Faites voir. Un névropathe. Il a du mal, hein, c'est vrai. Ah, je peux pas, c'est un truc, vous y arrivez, moi je peux pas. Moi, c'est pas pareil. Ça. Quand on est animateur télé, c'est même ce qu'il faut savoir faire en premier. Regardez Sabatier. Vous l'avez eu, ça aussi, vous, les... Ah, j'ai à peu près tout eu, ouais. Vous avez eu ça, hein, les bagues sur les dents? Les bagues, le casque. Ah ouais? Ah oui, le casque, j'ai eu. Ouais. Pourquoi le casque? Il y avait une espèce de casque qui tenait les dents, et un jour j'avais ça, je dormais avec, une amie de mes parents rentre, elle dit « Ah, t'écoutes ton Walkman ». Mais en fait, c'était un truc, c'était terrible. Alors on va passer à Podium, Yann. Le pitch de Podium, c'est l'histoire d'un sosie de Claude François, effectivement, qui s'appelle Bernard Frédéric. Et puis il a un copain qui s'appelle Jean-Baptiste Cousseau, dit Couscous, qui est le narrateur. Lui, c'est un ex-sosie de Claude François, mais il est recyclé en sosie de C. Jérôme. Sous le nom de D. Jérôme, parce qu'il vient après lui. Bien entendu. Oui, c'est logique. Et le livre est très très drôle. Alors ce Bernard Frédéric, c'est un sosie dissident, non agréé par le club officiel. Sosie freelance, oui. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a les sosies officiels et les sosies freelance. Voilà. Alors, il doit effectivement refaire tous les concours parce qu'il veut participer à l'émission d'Evelyne Thomas, que nous saluons ici. C'est mon choix. Voilà. Hein? Et donc, il est obligé de retourner un petit peu à l'école des sosies, de passer des concours. Les titres de chaque chapitre sont des chansons de Claude François. C'est un bel exercice. Exact. Il y a même une chanson qui s'appelle Hip 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 Hourra, oui. Une chanson de Gainsbourg qu'il avait enregistrée en 67. Et alors, ce qu'il y a de plus drôle, c'est les entrées de chapitre, toutes ces phrases que vous relevez de la bouche des sosies. Il y en a un qui dit, c'est Bernard Frédéric qui dit « J'ai toute la vie de Claude François devant moi ». Oui, d'ailleurs, j'ai voulu écrire ce livre à cause de 2 phrases que m'ont dit des sosies de Claude François avec qui j'avais déjeuné. Ouais. Et la phrase qui a tout déclenché, c'est un sosie qui, après m'avoir parlé de Claude François pendant 1h30, me dit « Tu sais Yann, je suis beaucoup mieux dans ma peau depuis que je suis dans celle de Claude ». Et un autre déjeuner me parle pendant 1h30 et à la fin du déjeuner me dit cette phrase démente. Et là, je me suis décidé à écrire le roman.
Il me dit, si c'est pour être un Claude François comme les autres, c'est pas la peine. Voilà, j'avais mon sujet, quoi. C'est extraordinaire. Il y en a une aussi, c'est Claude François a été Claude François dès sa naissance. Moi, il a fallu que je travaille comme un malade pour rattraper mon retard. Ah oui. Il y a vraiment des perles. Et puis, pendant le concours aussi, ils font donc le concours pour participer, pour devenir un vrai sosie, pour participer à l'émission, d'Evelyne Thomas. Et il dit, le prof dit, c'est pas parce que vous êtes des sosies qu'il faut copier. Ouais, parce qu'ils ont un examen comme le bac, ou voilà. Il y en a un qui dit, ce que je préfère en moi, c'est Claude. Et depuis, j'en ai une autre fabuleuse qui a dit un sosie, mais je peux plus l'intégrer dans le roman. Oui, c'est trop il a tard. dit, sans moi, Claude François serait resté Claude François. Et vous êtes dit à ce moment-là, j'ai compris que je tenais non seulement un sujet de roman, mais un thème universel finalement. Un thème universel, d'autant qu'aujourd'hui, on est dans le terrorisme de la célébrité et en même temps dans la démocratisation de la star et de la célébrité. Oui, et ça, c'est vachement intéressant de comprendre qu'on est dans une époque où la notoriété précède l'œuvre. Ouais. Et même parfois la remplace. C'est-à-dire qu'avant, on faisait une œuvre, une chanson, un livre, et on devenait éventuellement célèbre. Aujourd'hui, on est célèbre d'abord, et on regarde ce qu'on fait avec cette célébrité. Il faut remplir la notoriété Voilà, avec quelque chose. Oui. On a un vase qui s'appelle la célébrité, on regarde ce qu'on peut mettre dedans. Et si ça continue comme ça, c'est les inconnus qui vont devenir parfaitement célèbres. Et même on dira, dis donc, t'es pas inconnu toi, t'es jamais passé à la télé. Et il y aura dans les boîtes de nuit des VPIP, des Very Pas Important People, qui se réuniront dans des carrés à cet effet. Il n'y aura que les gens qui ne sont pas passés à la télé, il n'y en aura plus que 5 ou 6. Oui. Mais d'ailleurs, vous citez souvent l'exemple de David Duloft qui dit « Moi, célèbre, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, et non pas être. » Non, c'est-à-dire que le faire et l'être sont devenus connexes, et la célébrité et l'anonymat sont devenus synonymes. Je sais par exemple depuis 2 ans, en regardant les couvertures de Télé 7 jours, que ce sont des stars en couverture de Télé 7 jours parce que je ne les connais pas. Ouais. Et comme ce sont des anonymes, je sais que c'est des gens connus. Voilà. C'est vrai. Tout ça se passe dans un univers très France d'en bas, hein, de shop, de bricorama, sans mépris d'ailleurs de votre part. Je n'ai pas méprisé l'endroit où j'ai habité pendant 20 ans, Ouais. c'est-à-dire près d'Orléans. Je suis très province, moi. Très. Alors, on travaille bien que sur ce qu'on connaît. Hein. Ouais. Après tout, Faulkner ne travaillait que sur quelques mètres carrés avec un champ de maïs, une grange, et puis un fleuve pas loin, puis ça suffit pour faire un roman. C'est même trop. Mais c'est vrai que depuis Houellebecq, il y a une tendance comme ça à regarder la réalité dans les romans. Oui, je crois que la définition qu'on peut donner à un écrivain, c'est quelqu'un qui nous parle du monde dans lequel on vit actuellement. Ouais. Si c'est pour faire des livres qui auraient pu se passer en 1936, c'est pas tellement intéressant en fait. Enfin, en tous les cas, c'est un livre plutôt bien ficelé, une rentrée bien orchestrée, les médias se sont fait l'écho. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, oui, tout va très bien. Mais il y a un problème. Lequel? Vous savez bien. Garde-le. Je savais qu'il y aurait un problème. Il y a un problème. Mais là, oui, il y a un problème. Il y a toujours ce soir. un problème. Là. Oui, là, il y en a un, Il y en a manifestement. un. Vous mettez les homos à dos. Eh oui. Eh oui. Parce que le personnage, bien sûr, vous dites c'est pas moi, c'est le personnage, mais ça, les gens de Tétu ne sont pas dupes. Et ils vous en veulent. C'est vrai que ce personnage très santantoniesque s'en prend violemment aux homosexuels. Et vous avez du pot parce que les phrases qui ont été relevées par le magazine Tétu ne sont pas les pires. Non, il y en a bien pire. En fait, je pars du principe que je n'ai pas à aimer les homosexuels. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que pour moi, les homosexuels n'existent pas. Exactement comme les hétérosexuels n'existent pas. Je considère qu'il y a une sexualité par personne, que la communauté homosexuelle, c'est quelque chose qui m'échappe. Comme si, par exemple, on faisait une communauté des mecs à lunettes, blonds, avec des doubles foyers qui mettent des baskets Adidas. Je trouve que... Pourquoi? Non, mais c'est vrai, c'est très étrange. Ça serait drôle, hein. Non, mais... Il va te piquer ton business, hein. Et je trouve que la sexualité est quelque chose de tellement individuel que je pense que parfois il y a moins de différence entre un hétérosexuel et un homosexuel qu'entre 2 homosexuels. Et donc, tout simplement, il n'y a que les individus qui m'intéressent. Et comme il y a une sexualité par individu, j'ai pas à dire j'aime les homosexuels. Cette phrase ne fait pas sens chez moi, exactement comme la phrase j'aime ou j'aime pas les hétérosexuels ne fait pas sens, ou les bisexuels. Et dans la Rome antique, on faisait même pas ces distinctions. Il n'y avait que la sexualité, quelque chose d'individuel. Vous êtes queer. Voilà, very queer. Sans le savoir. Ouais. À la Dubosc. Non, mais il y a quand même des phrases terribles. Vous dites, je ne suis pas homosexuel, j'ai pas un cancer du slip, comme Klaus Naomi, je rocutsonne pas, je Thierry le luronne pas. Ouais, c'est violent quand même. C'est rare de lire ça dans des romans français. Mon personnage appelle le sida un cancer du slip parce qu'il parle de manière très imagée et que je me suis amusé en fait à essayer de trouver un langage, une novlangue pour ce personnage, parce que dans les romans burlesques, en fait, on fait souvent ça. Et pour trouver ce langage, j'ai croisé le roman de Renard et les interviews de Jean-Claude Van Damme, et ça donne ça. On le connaît bien ici, Jean-Claude Van Damme. C'est un ami de la maison. Mais vous connaissez pas Renard? Non, Il est très moins bien bien, aussi. moins bien.
Non, mais il y a des phrases. À vous les pédales, on peut vraiment pas vous sentir. Déjà que dans les hôpitaux, on poirote des plombes à cause de vos fions infectés. C'est beaucoup quand même. Attendez, je précise quand même que c'est mon personnage qui parle. Et je sais. J'ai essayé de faire un personnage antipathique. Je crois que j'y suis arrivé. Là, oui. Et le mec est radin. C'est-à-dire qu'il passe sa vie dans les restaurants à volonté, par exemple. 25 fois, il demande des suppléments viande jusqu'à temps qu'il meurt, quoi, quasiment. Ouais. Tout ce qui est gratuit, il est preneur. Et puis, en même temps, je vais le rendre encore plus antipathique, donc en plus, il est homophobe. Je considère que l'homophobie et la radinerie sont parmi les défauts les pires que puisse avoir un être humain. Alors voilà, j'en ai fait un personnage, moi. En tous les cas, c'est un roman très drôle, très picaresque, un peu amphigurique de temps en temps. Oui. Non? C'est le deuxième problème de la soirée. Non, ça c'est un problème pour moi, pas pour le bouquin. Non, c'est très bien. J'espère, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des sosies de Johnny Hallyday? Beaucoup, non? Oui, je connais un sosie de Johnny Hallyday qui m'a dit une phrase inoubliable. Il m'a dit « Je suis bien content que Johnny se soit stabilisé sentimentalement parce que j'arrivais plus à suivre. » Alors j'ai cherché, j'ai trouvé des photos d'un sosie de David, mais franchement, je ne l'ai pas invité ce soir parce qu'il est beaucoup moins beau que vous. Vous le connaissez, votre sosie, non? Ah non, pas du tout, non. Parce que Michel Sardou, il connaît son sosie, il a eu plein de problèmes avec son sosie, dénommé Cardu. Serge Cardu. Oui, qui est en tôle. Ah bon, il est en tôle? Ah, il est en tôle, oui. Oh, le scoop. Vous connaissez pas le vôtre? La prochaine fois, je l'inviterai, tiens. Ah bah oui, avec plaisir. Beaucoup moins C'est beau. sympa de m'avoir invité, comme le sosie de Franck Dubosc. Et je pense que Franck Dubosc viendra dans une autre émission pour parler Il de a lui. du boulot, Franck Dubosc. En tous les cas, vous montrez une érudition extraordinaire sur Claude François. Vous avez lu beaucoup, tous les podiums qui étaient son journal et le titre de votre livre, tous les Mademoiselle Achetante, Salut les copains. Oui, c'est ça. Pour ce livre, j'ai lu la Bible intégralement, ce que j'avais jamais fait, Don Quichotte et tous les numéros de podium et tous les livres que j'ai trouvés sur Claude François. Ouais. J'ai fait un mixage de tout ça, puis ça donne un livre en fait. Oui, parce qu'on apprend beaucoup de choses sur Claude François en même temps, je dirais. Et d'abord, vous tordez le cou à cette rumeur sur la mort de Claude François. On dit toujours la star a été électrocutée par un godemiché dans son bar. Un vibromasseur, on dit. Un vibromasseur. Alors j'ai enquêté effectivement. Dans ce livre, il y a la description de la mort de Claude François seconde par seconde. Et un jour, je me suis dit, bon, cette thèse du vibromasseur, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour la guillotiner? Et j'ai une idée toute bête, je suis allé dans rue Saint-Denis dans un sex shop, et sans parler de Claude François, je suis arrivé, et j'ai dit à un type, voilà, je voudrais offrir un vibromasseur à ma copine, mais j'ai peur qu'il y ait des problèmes, est-ce qu'elle peut s'électrocuter ou autre? Il m'a dit, pas du tout, les vibromasseurs, ça marche pas sur secteur, ça marche à pile. Et voilà. Ça y est, Et voilà. Une légende s'évapore en quelques secondes. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors il est mort comment, Claude François? C'était un obsessionnel, un maniaque, un dingue, et il ne pouvait pas supporter, par exemple, que sur son bureau, le crayon de papier soit pas parallèle à l'angle du bureau. Et c'était toujours comme ça. Et donc, il y avait une ampoule qu'il narguait depuis des semaines, et un jour, il s'est dit, bon, c'est elle ou moi, ça peut plus durer. Ouais. Soit elle fait un effort, elle se rectifie d'elle-même, soit je vais être obligé de me lever et le faire moi-même. Et ça, il supportait pas les rapports de Et force. comme il avait les pieds dans l'eau, il a pris le courant. Voilà, alors il s'est levé et il a reçu la lumière, hein, puisque Ah c'est oui. un livre christique en même temps. Oui, c'est vrai. Et maintenant, voici Julie Depardieu et Yann Moix. Julie Depardieu, Yann Moix, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Vous êtes ici évidemment pour Podium, inutile de le cacher plus longtemps. Film de Yann Moix avec Julie Depardieu, Jean-Paul Rouve et Benoît Poulvorde. Le pitch. Alors là, vous allez le faire parce que comme vous avez fait le bouquin et le film, ça, je peux pas le faire, le pitch. C'est l'histoire d'un sosie de Claude François qui a raccroché. Ouais. Et un de ses meilleurs amis, venant voir une grande cérémonie des sosies organisée par Evelyne Thomas, le pousse à recommencer, à retomber dans son vice qui est Claude François, aux grandes dames de sa femme interprétée par Julie Depardieu. Voilà. Et son métier, c'est Claude François. Mais là, le héros, il est vraiment dépendant lui aussi. C'est un film sur la dépendance, non? Vous avez tout compris, c'est un film sur la dépendance. Le héros, son vice, c'est Claude François. Il y en a qui tombent dans l'alcool, il y en a qui tombent dans la drogue, il y en a qui tombent dans le sexe, d'autres qui tombent dans le jeu. Lui, il tombe dans Claude François. La religion Claude François, la religion Clo-Clo. Ouais, c'est ça, c'est une religion. Ça. Et il est adepte de cette religion, et Exact. voilà, il est comme ça. Voilà, c'est exactement ça. Donc on ne change pas de sujet, en fait. Non. Sauf que c'est peut-être un petit peu moins Il y a dangereux. une conceptual continuity. Voilà, oui. Alors d'abord, vous avez eu l'idée d'un film, hein, vous êtes allé voir Poulvorde en lui disant je vais faire un film là-dessus, vous avez dit oui, enfin t'es gentil. Vous avez fait un roman, vous êtes revenu le voir, ça a duré 5 ans, vous avez été d'un courage exemplaire. Je me suis arrangé pour que Poulvorde joue dans mon livre. C'est-à-dire que je l'ai injecté, j'ai poulvordisé mon roman, avec sa verve, sa scansion, etc. J'ai foutu du Poulvorde dans le bouquin, et un jour je lui ai dit tiens, lis ça,
Et il a dit, mais putain, mais c'est moi ça. Ouais. Et donc, du coup, il a eu envie de faire le film. Et s'il avait dit non, vous n'auriez pas fait le film? Ah non, je serais rentré chez moi, continuer à écrire des livres, ce que j'adore faire de toute façon. Anissa Corto, c'était pas mal non plus. Et souvent, on me dit, est-ce que c'est comment de faire un film? Et je réponds, je ne sais pas faire un film. Moi, je ne sais faire qu'un film avec Benoît Poelvoorde. Ouais. Si j'en fais un, d'ailleurs, il y aura Julie Depardieu dedans et Benoît Poelvoorde. Ouais. Je suis obsessionnel. Et alors, vous avez dit aussi, personne d'autre ne peut le réaliser à ma place. C'est quand même gonflé, parce qu'ils vous ont filé plein de thunes pour faire ce film, alors que vous aviez jamais fait de film avant. Surtout qu'ils voulaient me filer encore plus de thunes pour ne pas le faire. Donc, ouais, non, je voulais pas céder, parce qu'on n'est jamais mieux trahi que par soi-même. Et je voulais me trahir moi-même, car je ne suis pas très fiable, y compris vers moi-même. Mais c'est difficile, le cadre, l'image, comme ça, c'est des choses, c'est pas... Je faisais de la BD avant d'écrire des bouquins, d'accord. et ça m'a vachement aidé, en fait. Ouais. Et puis après, j'ai regardé plein de films. En tous les cas, non, pour un premier film, on peut dire c'est, je parle visuellement, assez réussi quand même, parce que c'est 5 ans de boulot. Hein. Ah ouais. J'ai commencé ce truc, j'avais 29 ans. Ouais. Là, j'aurais bientôt 36 quand même. Bravo. Bravo. C'est dur. Alors, quant à Julie Depardieu, vous êtes rencontrés dans un bar en 1996, tous les deux, et il vous a dit, je suis sûr qu'on travaillera ensemble. Oui, bah alors, moi, j'ai rigolé, hein. Je me suis dit, vraiment... Je savais pas qu'elle était Julie Depardieu, hein. C'était une blonde que je draguais. Ah oui. Non, en fait, moi, j'étais avec une copine qui était brune et qui avait l'air de te plaire aussi. Oui, je draguais les deux. Qui était très fortement lotée. À la télé, hein. Donc la fille, non, on était toutes les deux et il me dit, j'ai un court-métrage là, avec un hamster, un truc très hystérique, j'avais rien compris. J'avais dit, ouais, bah, écoute, moi je ne suis pas actrice donc ça tombe bien. Donc il drague en disant qu'il fait des cours. Ouais, t'avais un hamster. T'avais un hamster, c'était un peu hystérique. C'est Grand Oral. Ouais. Et 2 ans plus tard, vous l'avez fait. Ouais, mais il y avait ça veut dire, pas non, mais il a de la suite dans les idées, le garçon, ouais, là, parce vu, que ça fait 2 hein. fois de suite, là. Alors, vous avez dit, vous, en tous les cas, dans tous les films que je ferai, il y aura Julie. Oui. C'est la meilleure actrice de sa génération. Pour moi, c'est la meilleure actrice de sa génération. Ouais. Et elle est incroyable parce que quand on arrive sur un tournage, la chose la moins importante pour elle de la journée, c'est le moment où on tourne. Ouais. Ah, on a, mais apparemment, ouais. apparemment, hein. Ouais. Mais sa façon de se concentrer, c'est d'en avoir rien à foutre. Ouais. Elle se fout d'être là. Bah, quand on regarde le truc, on se dit, mais quand on regarde sur le plateau, on dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais ça va jamais marcher. Et quand on voit les rushs, ça marche. On comprend pas pourquoi. Ça, c'est assez étonnant. Vous dites, Julie, moi, j'ai pas de proposition à faire sur un plateau, alors que tous les acteurs font des propositions au réal. J'ai pas d'imagination, j'ai pas d'idée. Et j'ai pas de chien, voilà ce que j'ai dit. Ouais, c'est vrai. Voilà. Oui, on me demande, je fais ce que je peux, et quand on me dit non, ça va pas, alors effectivement, je commence à me remuer un peu là-haut, mais non, je suis pas quelqu'un qui propose beaucoup. Je propose moi, je trouve que c'est déjà ça, vous savez. Hein. Non, mais je sais, vous avez ce côté-là. C'est-à-dire, quand vous étiez petite à l'école, vous m'avez raconté ça une fois. Quand elle avait une copine protestante, elle était protestante, une copine juive, elle était juive, une copine catholique. Non, mais j'ai changé quand même. Hein? Zelig. Ouais, Zelig un peu, oui. Vous dites, j'ai aucune admiration pour les gens qui réussissent. Je trouve au contraire beaucoup plus émouvant ceux qui ratent. Ouais. Oui, enfin, j'aime bien les gens qui réussissent, mais ça ne me fait rien. La réussite est la forme la plus subtile de l'échec. Ouais. Oula. Ouais, ça, c'est... Deuxième carte, ma fille. Je vais la noter parce que. C'est pour ça qu'ils sont copains, si tu veux, oui. Et vous dites, Julie, je me fous de plaire, l'enjeu, c'est de pas trop me détester. Oui, enfin, c'est pas plaire au plus grand nombre, en tout cas. Ouais. C'est plaire à une petite poignée à qui on a envie de plaire. Ouais. Voilà. Alors, vous voulez pas spécialement être une star, hein, vous dites, non. mon ambition, Non, mais c'est... ça va, pour l'instant, ça va. Hein. Ça va très bien, là. Ouais. Mon ambition, c'est d'avoir des poules. Oui, mon projet 2004, c'est la poulailler. Aussi, hein. Non, projet sérieux. 2004, le poulailler. Ah, vous voulez un poulailler? Oui. J'en aurai 3. Je sais déjà les prénoms, je sais tout. Elles seront rousses. Et non, c'est mon projet, voilà, c'est avril. Pas d'enfants, vous voulez pas d'enfants? Bon, pas là, enfin là, non. Ouais. Après. Peut-être, oui. Peut-être, mais enfin, les poules, ça sera la transition. Vous dites que vous trouvez ridicule les actrices qui disent dans Paris Match ou dans Gala, depuis que j'ai un enfant, je vis un rêve. Oui, mais j'essaierai, franchement, si ça m'arrive. Je me suis fait un pari, donc c'était un pari idiot. Je me suis dit, vraiment, si je le dis, là, je me filerai un gros gage. Je ne veux pas le dire, ça. Parce que c'est une évidence, on le sait. Donc à quoi bon le dire? Et je trouve ça ridicule moi, en tout cas, je ne le dirai pas. Même si c'est vrai, je Pas dans préférerais... Paris Match, en tout cas. Voilà. Non, je ne le dirai pas, non. Même si c'est vrai, même si ça m'arrache la gueule, je ne le dirai jamais. Alors, contrairement à votre père et à votre frère, vous défiez très très peu la chronique. Ah oui, non, ça Vous êtes d'une calmitude absolument exemplaire. Non, mais c'est surtout que... Non, j'ai rien à dire. Enfin, pas au plus grand nombre, en tout cas. Ouais. On va essayer quand même, on va faire une interview. Allez. Quand on s'appelle Depardieu. Quand on s'appelle Depardieu, est-ce qu'on fait des pattes chaque fois qu'on tombe de vélo? Non. Non. Moi, si je faisais une pub, je ferais pour le ménage. Ah ouais. Parce que le seul truc en lequel je crois, c'est les produits ménagers, je pense. Ah ouais. Quand on s'appelle Depardieu, est-ce qu'on tient bien l'alcool?
Ouais, Ouais. C'est de famille. ouais. Est-ce qu'on fait son vin soi-même? Non, moi non. Est-ce que quand on s'appelle Depardieu, on investit son argent un peu n'importe comment? Non, mais non, pas quand on n'en a pas. Ouais. Est-ce qu'on a plus facilement des tables au restaurant? Non, parce qu'on dit pas son nom. On a plus facilement des restaurants? Peut-être. Est-ce qu'on a forcément un drôle de rire quand on s'appelle Depardieu? Non, regardez, le mien est très correct. C'est vrai. Oui. Est-ce que quand on s'appelle Depardieu, on a parfois envie de porter un autre nom? Oh oui. Oui, mais là, c'est un peu tard, là, maintenant. J'aurais dû le faire à 12 ans, comme on m'avait proposé. Ah ouais? Qui avait proposé ça? Bah, mon père. Il voulait que tu t'appelles comment? Je sais pas, il avait pas proposé, mais il avait dit, ah, je vois que ça te... Mais Julie est une Depart déesse. Ouais. Non, J'accueille Yann Moix. Bonsoir. Salut Yann. Bonsoir. Tu connais tout le monde? Presque. À part mademoiselle et mademoiselle. Angie David, qui joue dans le film Yvan Attal, il se marie et ils eurent beaucoup d'enfants, qui est un gros succès. C'est même le seul succès du cinéma français cet été, il faut bien dire les choses. Depuis Noël dernier. Voilà, tu connais Emmanuel Seigné? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Ah, là t'es un peu sous le charme quand même. Hein. Oui, ça fait longtemps. Ouais. C'est pas un scoop. Agathe de la Fontaine. Que je découvre. Tu découvres La Fontaine pour un auteur, bravo. Hein, c'est vraiment top. Dis-moi, tu as vu l'interview d'Agathe? Oui, je l'ai vu. C'était bien, non? C'était émouvant. Bah ouais. Les femmes blessées sont plus belles que les femmes heureuses. Et voilà, et voilà. Et attention, il est metteur en scène aussi, hein. Attention, hein. Il a fait un film qui s'appelle Podium. Hein. Ah, c'est toi, Ouais, c'est lui, Podium, avec J'ai Benoît adoré Poelvoorde. Podium. Je savais pas du tout que c'était toi. Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu, et ça a fait 3,6 millions d'entrées. C'est bien? Ah bah c'est C'est génial. énorme. Ouais. C'est énorme. Par rapport à... Ouais, c'est Ouais. Il y a un DVD qui sort avec 35 minutes en plus. C'est ça, ouais. Je l'ai vu, alors il y a des trucs formidables. Par exemple, la scène où il y a tous les sosies d'Elvis qui déjeunent entre eux. Pourquoi ça n'a pas été gardé dans le film, ça? Parce qu'on a... Ça cassait le rythme. Il y a toujours Ouais. dans... Moi, je pense qu'au montage, il faut être sans pitié, il faut pas trop s'écouter, sans Ouais. état d'âme. Donc tout ce qui déborde, je sais pas ce qu'en pense Yvan, mais je pense que un film, une comédie d'1h30, c'est bien. Quelle maturité, déjà. Mais non, mais je crois. Quelle belle vista des choses. Ouais, quelle- c'est incroyable. Ouais. C'est dingue. Alors, aujourd'hui, Yann Moix, vous travaillez à l'adaptation d'Amicalement Vôtre. Vous avez un rôle pour Agathe de la Fontaine? Tout peut s'arranger. Merci. Mais oui, je t'ai dit, j'allais me rattraper. Ah, Tu vas sympa. voir. Tu vas voir. Bien. Parce qu'Agathe n'est pas contente de son interview, faut le dire. Non, pas du tout. Ah C'est bon? vrai? Ouais. Elle est colère un peu. Elle m'a colère. prise un peu pour une conne, en gros. Pourtant, pour te prendre pour une conne, faut de l'imagination. Oui, je suis d'accord, mais il en a pas eu sur ce coup-là. Non. Non. Comment je peux faire pour me rattraper? Bah, je vais voir, on va voir. Ben là, déjà, Non, c'est pas mal, là, les déjà. bisous? Non, pas encore. Non. Non, après. Les bisous, c'est après. Bien justement, on va y venir aux bisous. Vous publiez, Yann Moix, chez Grasset, un livre qui s'appelle Partouze, hein, sans E. Sans eux. Et dans la typo Moix, hein, c'est-à-dire que maintenant, c'est la typo de Podium, quoi. Il y a une typo Yann Moix. Là, Parce que c'est même autre- quand vous sortez un bouquin de poésie, par exemple Transfusion, c'est encore la même typo. Vous aurez remarqué que je suis resté un peu bloqué dans la typographie Flunch 1976. C'est vrai, c'est vrai. Bah ouais. C'est mon truc. Alors, le titre Partouze sans E, parce que vous dites que finalement, Partouze avec un E, ça fait un peu années 70, ça fait Lausier, ça fait Pompidou. Bah, je trouve que le mot partouze est un mot un peu vieillot, un peu ringard. Tout de suite, Partouze, Pompidou. Tout de suite. C'est vrai. On se dit, tiens, C'est marrant quand Julie on... Lagus, Giscard, il y a vraiment des trucs... Un truc me revient. Cet été, j'étais en vacances à Rome et j'envoie un texto à Laurent Baffy. Il dit « Je suis à Rome, je t'embrasse Ouais. ». Moins de 30 secondes plus tard, je reçois un texto de Baffy qui dit « Je suis à Mykonos, je t'encule ». Ce qui s'appelle des amours de vacances. Non, sans eux, parce que je trouve que c'est un mot extrêmement désuet. Et le seul fait d'enlever eux, ça l'aérodynamise. Je trouve que ça le modernise. C'est étrange, hein. Ça l'islamise aussi. Oui, comme Naguim Mahfouz, l'écrivain égyptien. Il Voilà. n'y a pas de E non plus. Ouais. Oui, oui. Ouais. Ça l'islamise un peu. Ouais.
Alors, le pitch, il est très fort et très simple. Le mariage, c'est l'enfer. Non, ça c'est Attal. Mohamed Atta est devenu intégriste musulman après avoir pris un râteau avec une dénommée Pamela Wiltshire quand il était étudiant à l'université du Caire en 1989-1990. Je me dis que les grands chefs-d'œuvre de la littérature sont peut-être dus à une femme qui nous a éconduits et que les grandes apocalypses sont aussi peut-être dues à une douleur originelle qui n'a pas été très bien soignée. Et alors la thèse du livre, c'est que j'invente effectivement une Pamela Wiltshire qui a éconduit Mohamed Atta, qui lui a dit « je ne veux pas de toi ». Alors le mec, il lui écrivait des lettres, etc. Et un jour, lui dit « t'inquiète pas, un jour, je vais te préparer quelque chose ». Exactement comme Diderot le faisait dans sa correspondance avec Sophie Volant, comme Mitterrand a écrit à Catherine Langer pendant 50 ans, en disant « je t'aime, je t'aime ». Il est devenu président de la République, sans doute parce que Catherine Langer n'a pas voulu de lui. Et là, ma thèse, qui est très personnelle, et aussi parce qu'un romancier doit écrire des choses que les journalistes n'écrivent pas, parce qu'elles correspondent à une parcelle de réalité qui est un peu oubliée et écartée. C'est que Mohamed Atta lui dit un jour, le 10 septembre, il l'appelle et il dit « écoute, je vais avoir ma revanche, demain c'est mon 11 septembre ». Ton quoi ? Mon 11 septembre. Parce que quand on prend le 8 octobre 1982, le 11 septembre 2001, il existait déjà potentiellement. Il n'était pas la date qu'on connaît aujourd'hui. Là maintenant, il y a un trademark, c'est 11 septembre TM, c'est devenu comme Nike ou Adidas. Le 11 septembre, c'est une marque, c'est une griffe. Et alors la thèse du truc, c'est que Mohamed Atta lui dit « voilà, demain, je passe à la télé, regarde-moi, tu vas avoir de mes nouvelles. T'as pas voulu de moi, voilà ma revanche. » Alors, évidemment, c'est une espèce d'orchestration extrêmement subjective d'un point de vue extrêmement farfelu, extrêmement névrotique, parce que moi je suis un grand brûlé de l'amour, et même si après j'ai eu plus de succès que les femmes, je ne suis jamais parvenu à complètement digérer les 2-3 râteaux que j'ai subis quand j'avais 19-22 ans, quoi. Et à partir de ça, j'essaie de construire modestement une œuvre littéraire, et voilà. Et Mohamed Atta, c'est votre frère? C'est mon frère de sang. Je pense que pendant que moi je me branlais, lui il priait. On est nés en 1968 tous les deux. Si j'étais né au Caire, fragile comme je le suis sentimentalement, il n'est pas impossible que je me sois inventé un islam perso, un islam portable, un islam très personnel, et que peut-être que j'aurais moi aussi versé dans Al-Qaïda. Alors là, on rentre dans une alternance entre deux types de chapitres, des chapitres sur Mohamed Atta et Pamela Wiltshire, et puis des chapitres qui se passent dans une boîte de partouze qui s'appelle Le Recto Verso. Je ne comprends pas pourquoi vous avez pris le titre d'une émission de Paul Amar. Ah oui, c'est vrai. Le pauvre, avec le mal qui se donne. Ah oui, c'est vrai. Oui. Hein, il est très vexé, vous l'avez pas... Non. Il vous en veut énormément. Je vais lui envoyer une boîte de préservatifs pour m'excuser. Oui. Non, je n'ai pas pensé du tout, honnêtement. Alors, les descriptions de boîtes à partouze absolument géniales. Notamment, j'ai aimé les suceuses céliniennes et les suceuses proustiennes. C'est quoi la différence? La différence, c'est que j'ai remarqué que quand je me faisais sucer, j'ai remarqué, c'est très personnel, qu'il y avait des filles qui passaient énormément de temps à faire des allées-venues, à faire semblant de faire éjaculer, puis en fait, elles le font pas, etc. Donc, ça prend un temps fou, ça s'étire, ça revient, ça corrige. Ça s'en va et ça revient. Ça rature. Non, mais c'est fait de tout petit. Non, mais ça rature. Et puis alors il y a les céliniennes qui sucent par à-coup, par point d'exclamation, et non pas par grande phrase. C'est heurté, quoi. Oui. C'est heurté. Et le gland a plus mal. Par exemple, la suceuse célinienne, ça ne viendrait jamais à l'idée de nous lécher les couilles. C'est vrai. Alors que la proustienne, c'est... C'est vrai. Michel? Oui, je suis... tu es plutôt célinienne ou proustienne? Je fais ce que je veux. Ouais. Non mais, je précise un truc. La juxtaposition peut paraître gratuite. En fait, deux choses. D'abord, j'ai l'impression qu'il y a une démocratisation de l'échangisme aujourd'hui et que le sexe est devenu quelque chose de grande consommation. Et parce que je décris ça d'une manière vraiment très consommatrice, vraiment d'énergie de consommation et de frénésie sexuelle sans le moindre sentiment. Et ce que j'ai remarqué en boîte échangiste, j'y suis allé 10 fois, la dernière fois c'était d'ailleurs la veille du 11 septembre 2001, j'ai pas vu beaucoup de beaufs, j'ai pas vu beaucoup de bourrins, j'ai vraiment vu des blessés de l'amour. Des types qui ne supportent plus les quelques minutes nécessaires et obligatoires qui nous obligent à aller dire à une femme « tu me plais, j'ai envie de toi ». Moi je suis un handicapé de ça, je suis incapable de draguer une fille. Il n'y a rien de plus violent sur Terre que d'aller dire à une fille « tu me plais ». Moi je sais pas faire ça. Alors évidemment, les boîtes échangistes, c'est quelque chose où cette douleur-là est complètement abolie. On a un accès direct aux organismes humains. Excuse, quoi. Alors, il y a un passage que je trouve absolument génial. Ah oui. C'est le lapin. Alors, le lapin, c'est pages 160 et 163. Ce type était absolument fascinant. Je l'avais baptisé le lapin, un peu trivialement, je l'avoue.
Mais il niquait comme un malade, sans jamais faire de pause. Les seules pauses qu'il s'autorisait, c'était pour changer de préservatif, parce qu'en limant la même fille pendant près de 2 heures, il fallait de temps en temps faire attention à ce que la capote ne brûle pas, avec les frottements incessants de la bite contre la paroi vaginale ou anale. Pas loin de lui, dans ces parages, ça sentait vraiment comme une odeur de caoutchouc brûlé. Comme quand on conduisait quelques kilomètres en ayant oublié de débloquer le frein à main. Mais lui, le lapin, il ne freinait pas. Il ne freinait jamais. Il attaquait, il se saccadait, il donnait ses petits coups de rein frénétiques, presque fous, avec les yeux ronds, presque impassibles, d'un robot, et fracassait les côtes, le cul, les cuisses, les reins, de tout ce qui lui passait sous la verge. Des petites et des rondes, des intellectuelles et des vieilles, des rousses et des blacks rousses, des sublimes cochonnes et des moches relativement mal à l'aise, des bombes et des très peu sexy, des vicieuses et des scolaires, des vendeuses de parfums et des philosophes. J'avais remarqué une chose étrange chez lui. Il n'ôtait jamais ses chaussettes pour baiser. Ça, c'est vrai. Il était complètement à poil, sauf les chaussettes. Cela lui conférait une allure burlesque, extrêmement peu érotique, mais les femmes s'en fichaient. Ça leur semblait un honneur de passer sous le laminage, le burinage, le saccage, l'usinage, le bizutage, le pilonnage, le pilotage de ce lapin-là. Voilà. Ouais, alors, moi j'ai vu le mec niquer, mais alors il était à poil sans les chaussettes. Et je me suis demandé ce qu'il y avait dedans. Et alors il y avait une espèce de petit rectangle dans les chaussettes, je croyais que c'était sa carte bleue. Mais dans les boîtes échangistes, il n'y a pas de carte bleue, on laisse tout au vestiaire. Payant liquide. Voilà. Et en fait, le mec, il avait des réserves de préservatifs dans les chaussettes pour pas aller avoir les chercher. Ses poches, quoi. Voilà, c'est ça, c'était ses poches. Alors, il y a plein de notations très, très justes sur l'amour. Par exemple, les gens qui giflent les fesses pendant la levrette, vous dites que c'est une question d'instinct et que finalement ça plaît. C'est très étrange. Ouais. Donc moi j'étais là-dedans et puis au début un peu perdu, hein, il faut bien le comprendre, c'est quand même un univers auquel on s'habitue vite, mais les premières minutes sont quand même assez intimidantes. Ouais. Et il y a une espèce de complicité qui se noue immédiatement et je vois un type qui me regarde, il me fait un clin d'œil et il me dit « levrette claquée ». Et il commence à fesser une nana. Donc j'apprends du vocabulaire. Levrette claquée, je savais pas que c'était un vocabulaire. Tu connaissais toi la levrette claquée? Le truc qui m'a le plus traumatisé, parce que je me suis ramassé une fois un râteau dans une boîte échangiste, faut le faire, parce que tout le monde est censé pouvoir avoir accès à n'importe quel organisme biologique humain. J'arrive, tout timide, penaud, romantique. Exactement. Et puis alors, il y avait une fille qui était en train de se faire une levrette par un mec pendant Claqué ou pas? Non, claqué, celle-là. Classique. Classique. Et elle était en train d'en sucer un autre. J'arrive tout bêtement, imaginez Monsieur Hulot quoi, qui arrive, et je commence à mettre ma main sur son sein gauche. Et là, elle enlève le sexe qu'elle avait dans la bouche, elle me regarde et dit « Non, ça va pas être possible. Ouais. » Elle se remet le sexe dans la bouche. C'est ça qui est drôle dans le bouquin, c'est qu'il se prend des râteaux. Alors que c'est un lieu d'échange, lui il n'a pas le droit d'échanger. Après il veut donner du plaisir, il n'a même pas le droit de donner du plaisir. Ensuite il a une panne, ce qui quand même dans une boîte échangiste est quand même très emmerdant. Et à la fin, quand il touche au but, il a une éjac précoce, quoi. Oui, c'est un monde qui a l'air communiste comme ça, parce qu'on a l'impression que tout le monde peut s'échanger avec tout le monde dans un grand bain démocratique et d'échanges absolument égalitaires. C'est faux. C'est ultra-libéral, une boîte échangiste. C'est-à-dire que dans la société actuelle, c'est peut-être le plus beau ou le plus riche ou celui qui a le plus de succès qui arrive à coucher avec les filles. Là-bas, c'est quand même... c'est horrible à dire, mais c'est celui qui a la meilleure érection, quoi. Et c'est en quelques secondes que ça se passe. Les filles, tout de suite, tac. Donc il y a quand même de l'ultra-libéralisme. Il y a une vraie concurrence. Ouais. Ça, c'est un monde quand même assez effrayant. Et alors, le parallèle, vous allez dire quel est le rapport entre Mohamed Atta, le personnage de Mohamed Atta que j'ai inventé, et les boîtes échangistes. C'est maintenant que la thèse, c'est que... Il y en a qui fait mieux vendre que l'autre. Non, on n'en parle jamais, mais il y a quand même une infime partie des islamistes qui sont persuadés qu'ils vont avoir accès au sexe une fois arrivé au paradis. Ah ouais. Et donc je compare, si vous voulez, que deviennent les grands romantiques occidentaux? Ils vont baiser dans les boîtes échangistes. Et les grands romantiques islamistes, leur accès au sexe est dans une autre boîte échangiste géante qui est le paradis des terroristes, ce que j'appelle le paradis des terroristes. Voilà. Ils se mettent des bandelettes sur le sexe pour le préserver. Exactement. Il faut savoir que à Jérusalem ou l'autre, quand on trouve des kamikazes, ils ont des couches culottes, comme les enfants, pour préserver les parties génitales. Et Mohamed Atta, dans son testament, explique que personne n'a le droit de lui toucher les parties génitales, qu'aucune femme enceinte n'a le droit d'approcher son corps, parce que la première chose qu'il veut constater une fois au paradis, c'est le bon fonctionnement de ces gonades. Voilà. Alors le héros est très, très fleur bleue, hein, très romantique. Hein, et finalement, vous vous racontez qu'un jour, vous avez découvert que ça servait à rien d'envoyer des lettres de 50 pages, etc. Qu'il suffisait de dire aux femmes « tu me plais, je te veux » et que ça marchait.
j'ai remarqué, à titre extrêmement personnel, que lorsque j'écrivais des lettres de 150 pages en alexandrin aux filles, elles se foutaient de ma gueule. Et quand j'allais voir gentiment, quand j'allais les voir gentiment pour leur dire « tu me plais énormément, j'ai envie de toi », en général, je parvenais à les rencontrer, à les revoir et à leur faire l'amour. Toi, Michel, t'as envie de lire le livre ? Oui. En plus, je l'aime bien, Yann. Donc, bien sûr, je vais lire le livre. Moi, ça me paraît toujours incroyable de partir dans des trucs comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un côté un peu... de parler de cul, comme disait papa, le cul fait vendre. Hein, donc on est un peu à toutes les sauces. C'est pas le sujet. Oui, mais enfin, non, partout, c'est pas du tout ça. Michel, tu sais ce que c'est le vrai sujet ? Mais c'est une phrase de Céline que je trouve géniale, de Louis-Ferdinand Céline, qui est « La culture et la religion ont créé une femme entièrement théorique ». Mais tout va bien. Vous pouvez lire la page 22. Non, c'est un truc sur Ben Laden qui est très bien écrit. Page 22, le deuxième paragraphe. C'est le style de Yann quand même. Ce qui frappait surtout chez Oussama Ben Laden, quand on le voyait sur ses fameuses vidéos, c'était qu'il n'y avait chez lui strictement rien d'antipathique. Il ne dominait pas le monde d'une domination aigre et raide, comme un pouvoir, mais avec un sourire calme et une grande douceur. Il était symétriquement à l'opposé de l'idée qu'on se fait généralement d'un tyran. Alors que les maîtres du monde qui l'avaient précédé avaient tous vécu dans la terreur du couteau de l'assassin ou du traître et avaient régné dans la paranoïa propre aux usurpateurs, Oussama, sûr de sa légitimité, avait l'air serein, enfantin, loyal, d'un bon roi bien authentique, bien dynastique, bien débonnaire, une sorte de roi d'Agobert des 1001 nuits. Sa domination lui semblait couler de source, et bon enfant, et d'autant plus redoutable pour vous, pour moi, pour nous tous, d'autant plus redoutable qu'elle n'était pas seulement maîtresse du monde, mais maîtresse d'elle-même. Ouais. Il n'est pas agressif, Ben Laden, dans les vidéos. Non. Il a inventé une forme... Dans les vidéos, non. Non, mais je parle dans les vidéos. Ah oui. Quand on le voit, il dégage. C'est un garçon très posé. Il dégage. Non, mais il dégage. C'est surtout il est très malin, il est très intelligent. Je ne fais pas l'apologie de Ben Laden. Je dis qu'il dégage une sérénité orientale qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais même chez Hitler, on n'a jamais vu Hitler serein. Il est toujours en train de hurler sur les gens. Mais Ben Laden, il était beaucoup plus petit. Non, mais Ben Laden, il est calme. Et parce que je crois qu'il n'est pas dans la paranoïa, parce qu'il est conscient que d'une certaine manière, il a gagné. En tout cas, il en est persuadé. Alors que je pense que dans le nazisme, par exemple, il y avait toujours la peur d'avoir déjà perdu. Alors, c'est tellement énorme, votre bouquin, qu'à un moment, il y a un journaliste qui rentre dans le bouquin et qui dit « Mais t'as pas honte d'écrire des conneries comme ça ?» Il y a un truc qui peut paraître scandaleux, mais c'est pour ça que je prends des gants pour le dire et que je fais intervenir un journaliste qui s'oppose. C'est la chose suivante. Le 11 septembre, on est tous d'accord que c'était quelque chose de terrible, d'horrible, immonde, ignoble, indescriptible. Mais voilà la petite subtilité. Pour nous, c'était inimaginable le 11 septembre. Vous êtes bien d'accord, on ne peut pas l'imaginer. Mais si on se place du point de vue des terroristes, pour eux, c'est bien plus difficile de réussir ce truc qu'ils ont imaginé. Passer de la théorie de ce truc-là à la pratique de ce truc-là, c'est bien plus difficile que d'avoir à l'imaginer. Et c'est ça que je dis. S'ils l'avaient raté, ça aurait été un râteau de plus. Oui. S'ils avaient raté ça, on se serait... alors, ils ont été un peu lâches parce qu'ils ont pris 2 tours. Il y avait donc une tour de rattrapage et ils ont travaillé avec filet. C'est une preuve de grande lâcheté. Voilà. Donc vous vous engueulez avec ce journaliste. Et alors bon, au passage, vous parlez de Peggy qui s'est pris un râteau avec Blanche Raphaël. De Houellebecq, vous dites que Houellebecq est un con, hein? Je pense que Houellebecq est un con, mais je l'assume. Je le dis tranquillement. Je pense qu'on ne peut pas critiquer une religion sans avoir été l'inspecter, l'étudier, la regarder. Il a eu des jugements définitifs sur l'islam, sur le Coran, alors que je pense qu'il avait absolument une méconnaissance totale. La religion, ça passe par le respect, quelle que soit la religion. Et la moindre des choses, c'est d'aller lire au moins les textes, quoi. Et on peut pas dire que l'islam, c'est la merde, je trouve ça débile. Alors, il y en a un autre qui ne trouve pas grâce à vos yeux, c'est Ariel Wiesman, parce qu'il vous a dit un jour que c'était les beaufs qui allaient dans les boîtes de Toulouse. Et... J'ai vraiment rien contre Ariel Wiesman, qui est plutôt un type bien. Le problème est le suivant, c'est qu'il a défendu la thèse que les boîtes échangistes hétéros, c'était pour les beaufs, et que les boîtes homo échangistes, donc les backrooms, c'était pour les intellectuels. Je pense qu'au bout d'un moment, Ariel Wiesman devrait choisir entre Michel Foucault et Jean-Pierre Foucault, mais pas mélanger systématiquement les deux. Voilà. Michel? Je l'aime beaucoup. Ah, vous l'aimez. Toi, tu l'aimes beaucoup, Yann? Je le trouve très très brillant. Et oui, on peut être étonné du pitch de son bouquin. Ce parallèle est très très déconcertant entre l'islam et les boîtes de cul, mais c'est merveilleusement bien écrit. C'est osé. C'est la frustration, Michel, en fait. Non, mais j'ai bien compris ce que... Moi, j'étais longtemps un grand frustré sentimental et sexuel, et ça m'a marqué à vie, quoi. J'ai passé 10 ans de misère sentimentale et sexuelle. Mais c'est formidable que tu arrives à t'exprimer, tu vois. À l'heure où tout le monde... Regarde tout ce que ça t'a apporté, hein. Si t'avais été heureux au lit, t'aurais pas écrit ça.
Vous avez envie de lire le livre, Emmanuel? Vous n'avez pas envie? J'adore son film, mais j'ai pas envie de lire le livre. Ah ouais? Vous attendez qu'il en fasse un film? Non, ça vous dit pas? Non. Ça te dit, toi? Moi, j'ai envie d'aller dans une boîte à partous. Avec le blouson. Alors, il y a les jartelles, hein, il y a le recto verso ou les jartelles. Qu'est-ce que vous pensez de son bouquin, Agathe? Je suis curieuse, je vais aller voir. Vous allez le lire? Mhm. Ouais. C'est marrant, hein. Ça peut vous donner des idées en plus. Non, je vous pense êtes- pas. Mais... Ah bon. Non, sur l'islam, il voulait dire. Yann Moix, donc ça s'appelle Partout, c'est édité chez Grasset. Est-ce que vous êtes prêts pour une interview portrait sexuel? Aïe. Si vous étiez une position, La position du tireur couché. un accessoire, Une femme. un tue-l'amour, Un homme. Merci. un aphrodisiaque, 2 femmes. une musique pour faire l'amour, Jeux interdits. un cri. Salope. Si vous étiez une panne, Une panne de cœur. si vous étiez une perversion, Un Goncourt de bite. un film porno, Podium. un fantasme, Un fantasme. Attendez, laissez-moi réfléchir. Je passe, je sais pas. si vous étiez quelque chose qui fait mal, Un fist fucking de Mike Tyson. si vous étiez une boîte à partouze, Ma chambre. si vous étiez une phrase à la con qu'on dit avant l'amour, Tu as lu les derniers livres de Jacques Attali? si vous étiez une phrase à la con qu'on dit après l'amour, Surtout, tu le répètes à personne. si vous étiez une tâche, Moi. si vous étiez un truc qui se fait à plusieurs, Un livre de Paul Sulitzer. Voilà, Yann Moix, Partouze, c'est édité chez Grasset, mesdames, messieurs.